l'heure de la sieste, on va vous mettre un tout petit vidéo. Donc, vous avez 5 minutes pour somnoler ou pour regarder, parce que nous, on va réagir après sur cette vidéo qui passe maintenant. Merci. Et la vidéo, elle passe là, oui. Avant, ma classe, c'était ça. J'avais parfois du mal à capter mon auditoire. Je parlais beaucoup trop. Je n'étais pas toujours très claire. Mais surtout, la plus active dans ma classe, c'était moi. Une classe très hétérogène. Et ça donnait ça. Mais ça, c'était avant. Il me fallait dégager du temps pour aider les élèves les plus fragiles, mais aussi les élèves les plus rapides. Faire en sorte qu'ils s'impliquent davantage dans leurs apprentissages, qu'ils soient plus actifs et plus autonomes. Leur apprendre à coopérer, collaborer. Les mettre en activité immédiatement et durablement. Ne plus servir le même menu à tout le monde, mais plutôt un apprentissage à la carte en fonction de ce que chacun sait déjà ou doit encore apprendre. Une différenciation au plus près des besoins des élèves. J'ai donc décidé d'inverser ma classe. Au départ, une capsule. C'est une vidéo dans laquelle j'explique aux élèves ce qu'ils vont apprendre à faire et comment le faire. Toutes les capsules sont disponibles sur le site madameflip.com auquel les élèves se connectent avec un identifiant et un mot de passe. Ils regardent cette capsule chez eux au moment où ils le souhaitent et autant de fois qu'ils l'estiment nécessaire, ou bien en classe s'ils n'ont pas pu le faire chez eux. Ils prennent des notes sous forme de carte mentale qu'ils utiliseront le lendemain en classe. Ils répondent ensuite à un questionnaire en ligne. Ce questionnaire est le cœur du dispositif. Il me permet, par l'analyse précise des réponses, de répartir mes élèves dans des groupes en fonction des types d'erreurs commises. Ainsi, chacun vient en classe pour apprendre ce qu'il ne sait pas encore et ne perd pas de temps à refaire ce qu'il sait déjà. Une différenciation au plus près des besoins de chacun. Mais c'est un dispositif qui demande une adaptation permanente. Qui a regardé la capsule? Combien d'élèves ont commis tel ou tel type d'erreur? Il faut réajuster chaque jour les activités proposées. Ces activités sont indiquées au tableau. Chaque élève se repère immédiatement grâce à sa photo. Les ateliers tournent toutes les 20 minutes et je vous propose de vous glisser dans la peau d'un élève pendant ces ateliers. Visionnez la capsule à la maison ou en classe. Lorsque les élèves ne peuvent pas regarder la capsule chez eux, ils le font en classe. Ils prennent des notes sous forme de carte mentale. Le brainstorming. Puis, ils regroupent leurs informations pour créer une seule carte mentale en groupe. Mise en commun du brainstorming. Tous les groupes ayant mis au point un brainstorming regroupent leurs informations et les discutent pour aboutir à une seule trace écrite pour toute la classe. Résoudre des problèmes à plusieurs. Dans cet atelier, les élèves doivent résoudre des problèmes à plusieurs. Ils doivent se concerter, argumenter et se mettre d'accord sur une réponse. Rotation des groupes. 2 minutes chrono. S'entraîner en binôme. Mais non, Baptiste, c'est comme ça, c'est... Ici, retourne, tu dois mettre le truc. Attends, mais parallèle, moi aussi j'ai fait une faute. Parallèle, Baptiste, j'ai fait une faute. Parce que c'est comme ça. Atelier de manipulation ou jeu de mathématiques.
exercices interactifs. Les exercices interactifs permettent aux élèves de savoir immédiatement s'ils ont vraiment compris ou non et de mieux gérer leur demande d'aide. Mais ils ne sont jamais seuls face à leur écran et il est très fréquent qu'ils s'entraident. Le tutorat. Chaque élève a la possibilité de repasser plusieurs fois une évaluation jusqu'à ce qu'il ait bien comprise. Pour cela, il doit comprendre ses erreurs et il est aidé par un tuteur, un élève qui a bien réussi l'évaluation et peut lui expliquer pourquoi il s'est trompé. Créer des cartes mentales interactives. Il crée des cartes mentales numériques qu'il partage avec d'autres classes sur Twitter. Produire des tutoriels. À la fin d'une séquence, les élèves inversent la classe inversée. Ils deviennent à leur tour des professeurs en produisant des capsules ou des tutoriels à l'intention d'autres classes et les partagent via Twitter. Donc, vous voyez bien cette vidéo de Soledad Garnier qui nous montre ce changement, ce retournement qui se fait à l'intérieur de la classe et qu'il commence, c'était amusant de voir avant et maintenant. Et avant, la seule active dans la classe, c'est qu'elle parlait, c'est qu'elle disait tout, qui était en action, c'était les professeurs. Et maintenant, il y a un aller-vient entre les professeurs et la classe. Et il y a une sorte de maîtrise et de démaîtrise des uns et des autres, et des aides qui se mettent en place avec les tutorats, avec cette liberté qu'on a parlé ce matin. Je voudrais poser la question aux uns et aux autres, beaucoup plus large uniquement de cette vidéo. Quel est cet impact de la culture numérique sur l'enseignant et sur la classe? Et si ils peuvent nommer différents impacts, c'est-à-dire ce qui est touché. Vous savez, dans l'impact, il y a des déplacements, il y a quelque chose qui peut se casser, il y a aussi des fragilisations, et il y a un mouvement qui se crée avec l'impact. Donc, décrire un peu les enjeux de cet impact. Donc, une première question, c'est voilà, quel est le choc, qui n'est pas nécessairement des ruptures, mais qui se produit une fois que la culture numérique rentre aussi dans les classes, même si on la porte déjà chacun d'entre nous dans la vie de tous les jours. Sophie Penn, si vous voulez bien. Bonjour, excusez-moi d'avoir été en retard. Dans les impacts en réaction à ce qu'on voit dans le film, cette idée d'inversion, qui pour certains professeurs ne voient pas trop où est la nouveauté, puisque finalement ça s'est toujours appelé une préparation. Enfin, on voit bien que c'est pas dans le fait de donner les documents avant qu'il y a un changement qui se passe. On voit que c'est plutôt dans les attitudes, dans les processus cognitifs qu'on espère, qu'on attend et qu'on construit et qu'on préfigure par ce type d'informations données à l'avance. On voit bien qu'il y a toute une impulsion sur la responsabilisation, l'engagement, la persévérance de l'étudiant, quel que soit son âge. Alors, dans les impacts, pour le professeur, par exemple, je parle un peu du professeur, quelque chose qui est très fort, c'est que la question de la conception pédagogique est pensée assez autrement. C'est-à-dire que la conception, dans une vie, je ne voudrais pas parler d'une vision dont je vais dire qu'elle est plus celle-là, mais dans le sens commun, la pédagogie, c'est je suis passionnée par une discipline et je suis spécialisée dans cette discipline et je cherche les meilleurs moyens d'apporter, de partager ce goût et ces contenus avec un public. Là, je pense qu'un des impacts, c'est que dans la conception du cours, la question de la discipline et du contenu de savoir va être moins importante que la façon dont je vais conduire les étudiants à
à comprendre les buts de l'exercice. Donc ça oblige à concevoir autrement et ça oblige à gérer un niveau d'explication et de rendre compte extrêmement différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner un exercice comme ça. On est obligé d'expliquer aux étudiants pourquoi on le fait, comment on va le faire, ce que ça va produire, et d'une certaine façon, on les met un peu en évaluateur, en tout cas des gens pour qui la condition de cet enclenchement du processus d'apprentissage va dépendre de la clarté avec laquelle on est capable d'exposer la valeur de ce qu'on leur propose de faire. Donc il y a un impact fort sur la conception, le niveau de description, et d'une certaine façon, on pourrait dire de fait, je pourrais le développer plus tard, je vais laisser la parole à mes collègues, pardon, le gouvernement des enseignements est transformé en fait. Voilà, je pense qu'il y a une participation. Quand je dis étudiants, c'est pas pour dire que je pense seulement aux étudiants post-bac. Je pense que j'appelle étudiants pour pas dire élèves, enfants, je sais pas quoi. Je pense que ce type de dispositif reposant sur des ressources numériques, impliquant que les étudiants cherchent eux-mêmes énormément d'informations, c'est à la fois responsabilisant et ça a des conséquences au-delà du processus pédagogique strict sur une sorte de politique de l'éducation ultra-locale bien sûr, mais possiblement moins ultra-locale. Merci beaucoup. Marcel Lebrun. Bien, effectivement, la thématique de notre journée portait sur apprendre et enseigner à l'ère numérique. Je vois que le titre de notre table ronde est enseigner aujourd'hui. Je crois que j'aurais quand même écrit apprendre aujourd'hui parce que effectivement, le grand mouvement que nous voyons, et pour moi, il n'est pas que théorique ou métaphorique, c'est ce passage vraiment de pédagogie centrée sur le maître qui sait et qui transmet les savoirs, et Dieu sait que cet acte-là reste malgré tout important, à une réelle participation des élèves. Comme je le dis souvent, on ne peut pas apprendre à quelqu'un d'autre. Et si notre mission est réellement de mettre à la disposition des élèves des conditions dans lesquelles ils pourront apprendre, je pense que la vidéo qu'on a vue là est vraiment intéressante. Ce qui me sidère aussi, c'est finalement l'évolution du concept. Vous savez que le concept qui est caché là derrière, le buzzword comme on dit maintenant, c'est celui des classes inversées. Eh bien, figurez-vous que ce concept, les flipped classrooms, comme les anglo-saxons les appelaient, il est apparu en 2008. Il n'y a pas longtemps, quand on parle de l'écriture 200 générations, je ne sais pas, l'imprimerie, une vingtaine de générations, etc. Ici, on est vraiment dans des temps très courts. Et le concept au début, donc en 2008, c'était vraiment, ce qui a été dit, des vidéos à la maison, on regarde le contenu matière à la maison et on fait des applications, les exercices à l'école. Et par rapport à ça, j'ai vraiment posé la question, mais quelle est l'innovation? Et j'ai même osé dire, mais en fait, en question de classe inversée, on serait plutôt dans des classes translatées, dans le sens que finalement, la théorie vient toujours avant la pratique. Et ce qu'on assiste, donc quand même en une dizaine d'années grand maximum, c'est finalement une sorte de réconciliation, j'insiste beaucoup là-dessus, entre ce monde des concepts, des idées, des théories, je suis un peu platonicien ici, et une réconciliation avec le monde du concret, de l'expérience. J'aime à dire qu'on a parlé de nouvelle renaissance en qualifiant le numérique, mais je dirais que ça correspond peut-être à notre tendance à apprendre, à comprendre le monde dont nous vivons. Au début, il y a des millénaires, c'était les dieux qui finalement régissaient le mouvement du monde, les heures, les malheurs, les bonheurs des humains. Il y a 4-5 siècles d'ici, on a remplacé ces dieux par le savoir, la raison. Ça a été mis sur un piédestal. Et comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu'actuellement on évacue tout ça, mais on le prolonge, et je pense qu'on le prolonge en remettant quelque chose en avant sur l'humain, l'émancipation, la solidarité, la collaboration. Voilà un petit peu comment je vois à la fois à court terme et à long terme cette évolution qui conduit à ce type de classe. On me dira, on l'a toujours fait? Vous en êtes vraiment si sûr?
excusez-moi, vous en êtes vraiment si sûr quand je vois encore certaines classes avec les bancs randonnions, certains amphis, je crois que le modèle ici n'est pas mal non plus. Je me dis non, je ne suis pas certain qu'on fait des choses pareilles. Et je pense que vraiment l'école numérique, on en a eu une sorte d'image. Et ce qui est très piquant finalement, c'est que le numérique en tant que technologie, il n'est pas si présent que ça. On a vu des lattes, des équerres, des crayons, du papier. Voilà ce que je voulais dire en réaction. Merci. Régis. Bonjour. Alors moi, je suis prof d'école, je vais être beaucoup plus terre à terre que mes camarades. Moi, ce qui me frappe sur votre question, Gemma, et c'est mis en abîme d'ailleurs dans la vidéo, c'est mais où est passé l'enseignant? En fait, il a été dit que c'est dans la conception préalable que le gros du travail est fait. Et là, vraiment, c'est mis en abîme. On voit que ce sont les élèves qui sont en action. L'enseignante disait dans son introduction qu'avant, c'était que elle qui faisait le travail. Marcel Lebrun disait, la fameuse question, c'est j'enseigne, mais est-ce qu'ils apprennent? Et là, elle est en retrait. En fait, elle est en retrait parce que la préparation pédagogique, la scénarisation de ces séances et de tous ces ateliers qu'on a vus ont été bien pensés. Et du coup, ce sont les élèves qui sont vraiment en action et visiblement en action permanente. Et peut-être un deuxième point, c'est sur la personnalisation des parcours. Alors, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la classe inversée. Là, visiblement, il y a une part d'automatisation permise par le numérique. Donc ça déjà, c'est peut-être un degré très faible, mais ça a l'air déjà intéressant de pouvoir personnaliser à ce degré-là très faible de différenciation. Visiblement, les outils numériques ils peuvent déjà apporter ça, ce qui a l'air très faible. Et j'en viens peut-être à un troisième point, c'est que ce sont les élèves aussi qui sont producteurs de savoir. Là, quand elle dit à la fin que les élèves réinversent sa classe inversée, ce sont eux qui vont produire des savoirs à destination d'autres élèves. Donc voilà 3 impacts. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Jean-Michel. Oui, je ne pratique pas la classe inversée. Je suis professeur de français en lycée. Puis Marcel Lebrun nous expliquera sans doute qu'il y a des classes inversées adaptées au niveau, au profil des élèves, aux matières, etc. En revanche, il y a quand même des points communs avec ce que je fais, notamment ce décentrement dont on parlait à l'instant. Il y a une phrase d'Hölderlin que j'aime beaucoup répétée parce qu'elle me semble assez emblématique de ce qui est bouleversé, qui est la suivante. Dieu a créé le monde comme la mer a créé la terre en se retirant. Et donc moi, dans ma pratique d'enseignant, j'ai appris effectivement à me retirer. Alors, j'ajouterais juste quand même quelque chose. Je ne pratique pas, mais je fréquente des profs qui pratiquent la classe inversée ou les classes inversées. On parle souvent de la mise en activité des élèves, mais ce qui me frappe aussi, c'est combien il y a une mise en activité des enseignants, combien ils deviennent créatifs et collaboratifs, et combien ils sont heureux de cette nouvelle posture, de ce décentrement. Or, je crois vraiment qu'un enfant, un élève heureux apprend mieux et qu'un enseignant heureux enseigne mieux aussi. Merci beaucoup. J'aimerais reprendre un peu les points pour les répéter, mais juste pour pouvoir lancer la suivante, si j'entends, vous rajouterez, si j'oubliais des impacts que vous avez nommés, il y a un premier impact sur les rapports à la discipline et au savoir, sur les gouvernements, et quand on dit les gouvernements de ces savoirs et gouvernement d'une classe, on a parlé de décentrement, mais là, on voit bien qu'il n'y a pas la maîtrise de dire « je sais, vous ne savez pas », sinon « je sais, on partage et je vous mets en action ». Donc, c'est retiré, c'est un retiré particulier, parce que quand même, toute l'animation qui se passe, c'est parce que le professeur l'a pensé. Donc, c'est une démaîtrise d'une certaine action, mais c'est une maîtrise différente. Il reste Dieu. Non, mais il reste la maîtrise, elle est là, hein, même si elle est au service. Comme toute maîtrise, tout pouvoir ne peut être que service. Donc, il y a cette maîtrise-service, si vous me consentez bien, ces termes d'autorité et service du langage théologique très, très forte. Donc, sur les disciplines, sur la créativité et la collaboration, pas uniquement entre les élèves, mais aussi entre les enseignants, pour pouvoir, la créativité des élèves pour produire eux-mêmes des savoirs et pour produire les enseignants entre eux, des équipes, donc cette catégorie de collaboration. Et puis,
réconciliation, je ne sais pas si c'est réellement, entre la théorie et la pratique pour pouvoir agir ces savoirs. Ma question maintenant, c'est, d'accord, ça c'est des impacts, on voyait, on les subit, on les reçoit, on adapte, on change, mais entre l'impact et les défis, c'est un risque, mais c'est aussi une avancée. Alors, ces mots-clés comme décentrement, collaboration, créativité, réconciliation des théories et des praxis, quel défi pose-t-il? Qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan de ces mots? Je ne sais pas si je m'explique bien. Quelle avancée, quel risque ces mots, ces impacts font courir à l'enseignant, à l'élève, à l'école? Voilà. Quel risque, quelle avancée, voilà. Oui, je pense effectivement qu'il y a des raisons de parler de risque. Donc il faut prendre les risques. Il faut les prendre, oui. C'est un lâcher-prise en fait. Et ça, c'est très très dur parce qu'on n'a pas appris en tant qu'enseignant à lâcher prise. On a appris le contrôle. On a été formé pour contrôler une classe. Je ne suis plus le même enseignant que celui que j'étais quand j'ai commencé il y a 25 ans. Et je ne suis plus le même dans ma façon d'être en classe. Et dans l'acceptation des imprévus, de ce qui va se passer dans la classe, et même dans ma relation au savoir, dont parlait Marcel Lebrun tout à l'heure. Moi, je suis professeur de français, c'est très compliqué pour moi, parce que je dois enseigner au lycée, normalement, un savoir, la littérature, qui est le produit de la civilisation du livre. Or, nous sommes en train de passer dans la culture numérique, dans la culture des écrans, donc c'est un défi pour moi de transmettre la culture du livre à une génération qui est d'ores et déjà dans la culture des écrans. Ce défi, il est passionnant. Ce défi, il est réalisable. Mais ça passe par une chose dont parlait Marcel Lebrun, et beaucoup d'enseignants n'en sont pas capables, c'est de désacraliser le savoir, et en particulier pour nous, désacraliser la littérature. Merci. Le point presque qui est amené naturellement, j'ai envie de dire, c'est du coup la bienveillance à tous les niveaux envers ceux qui osent lâcher prise, alors que ce soit l'enseignant envers les élèves, que ce soit la hiérarchie envers les enseignants, parce que lâcher prise, ça demande aussi une bienveillance de toute la communauté éducative, parce qu'on peut se planter, parce qu'on peut se tromper, parce que on apprend en faisant. Et j'imagine que quelqu'un comme Soledad Garnier, là, qui maîtrise visiblement très bien la classe inversée, ça passe forcément par des moments où ça ne fonctionne pas, par des premiers essais où ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais si autour, toute la communauté éducative est bienveillante en se disant c'est le bon chemin, en tout cas on essaye jusqu'à ce qu'on puisse dégager des pistes, parce que le but ultime c'est de faire réussir les élèves, de faire progresser les élèves. Et cette bienveillance, c'est pas un vain mot et c'est pas juste un grand mot lâché comme ça, c'est important aussi pour ces enseignants. Merci. Oui, quelques mots par rapport à ces phrases, ces limites, ces obstacles, mais aussi ces objectifs que porte devant nous le numérique. Alors, sans vouloir rentrer dans trop de considérations, je crois fermement que, comme toute invention technologique, et vous avez des penseurs comme Michel Serres, Bernard Stiegler qui ont très bien développé tout cela, en fait, ce numérique, c'est à la fois, je pense, un potentiel d'émancipation incroyable au niveau de cet adoubement que les humains vont recevoir. Et ça se traduit au niveau des services par ubérisation, au niveau de l'économie par blockchain, au niveau de la politique par démocratie participative. Et toujours ces outils nous conduisent finalement à une tension très difficilement soutenable entre cette émancipation et l'aliénation. Et sans arrêt, il suffit de consulter les revues, les blogs, etc. On est basculé dans ce mouvement pour et contre. Quand est-ce que nous allons quitter finalement cette espèce de déterminisme de la cause et de l'effet ? Nous allons mettre du numérique dans la classe, ce qui se traduit souvent par une numérisation de l'école, et on va observer des effets. Je pense qu'au contraire, c'est à une pensée systémique. Ce n'est pas finalement l'exposé, la transmission des savoirs. Il faudra quand même bien qu'on la fasse quelque part, qui est mise en question, mais elle va devoir fonctionner finalement
en systémique avec aussi des réalisations, des créations, des idées qui vont apparaître de manière beaucoup plus émergente. Et ma véritable question quant au défi, et je l'ai dit, je suis optimiste, ce potentiel finalement du numérique au niveau de l'autonomie, de la démocratie, de la connaissance de l'autre, etc. Le numérique, il porte ce potentiel-là. Est-ce que nous serons capables de construire une école qui soit véritablement un lieu d'écolage, vraiment au sens très fort du mot, pour cette société numérique et complexe? Allons-nous continuer à transmettre des savoirs déjà transmis, je reprends là une citation bien connue, ou allons-nous développer les compétences? Oui, mais si on développe les compétences, où seront les savoirs? Mais enfin, la notion de compétence inclut la notion de savoir, que ce soit des savoirs cognitifs, développement des idées, ou des savoir-faire ou des savoir-être. Il y a des savoirs là-dedans, la manière de se comporter en public, la manière de conduire un projet, etc. Ce ne sont pas que des compétences en l'air. Il y a, si vous voulez, du contenu, de la théorie là derrière. Et donc, mon idée, c'est est-ce qu'on sera capable de quitter les dichotomies néfastes qui nous mettent en tension et de nous dire « osons expérimenter ». Osons expérimenter, et Régis l'a dit, vous l'avez dit aussi, de nouveaux modes d'enseignement. Moi, je puis vous le dire, et j'aimais beaucoup cela, les enseignants que je connais au travers de mes recherches, etc., et qui pratiquent cette classe inversée vue comme une démarche expérimentale, finalement, eh bien, ce que je vois, c'est leur sourire, l'idée d'être au service d'eux qui est finalement résurrectionné, je ne sais pas comment dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont l'éducation et la formation ont vraiment besoin. Mais pour ça, dégageons des espaces de liberté pour qu'ils puissent le faire. L'innovation ne peut pas se développer dans des vases clos contraints, etc. Merci, Sophie. Alors, toujours sur les risques, moi, je vais prendre la suite de Marcel en disant, il y a 10 ans, si dans un cours, on disait « Ah, je ne sais plus si la première édition est de 1988 ou de 1984 », c'est-à-dire des étudiants disaient « C'est 1988, madame ». Et vérifier en temps réel comme ça. Et je pense que c'est cette présence, par exemple, de Wikipédia, du smartphone, aujourd'hui de Periscope dans la classe potentiellement, ça a été des indices forts envoyés aux professeurs qu'il fallait qu'il se décentre, qu'il agisse autrement. C'est un peu comme quand on a un petit enfant qui grandit, à un moment on sait qu'on doit se reculer, qu'on va agir différemment parce que ça c'est fini, il n'a plus besoin de ce style de câlin, on le sent bien. Bon, sans pousser la métaphore maternelle, il y a quelque chose où ce sont les étudiants qui nous ont dit « mets-toi ailleurs ». C'est-à-dire ils ont dit « ça je sais le faire, je n'ai pas besoin de toi pour le faire ». Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on allait effectivement vers une société où les tâches de répétition allaient être mécaniquement allégées. Et la conséquence, c'est qu'on libère de l'espace d'intelligence, non seulement pour faire autre chose, mais aussi pour rendre visible autre chose. Parce que ce que dit Marcel, c'est que de ce fait, toute l'activité de métacognition, de réflexivité sur ce qu'on est en train de faire, sont devenus des objets visibles dans la pédagogie. Et ce sont ces objets-là que nous avons maintenant envie de voir. Voilà, c'est ce processus-là. Alors, le risque, il est considérable au sens où ça signifie, cela n'a de sens que si on est tous d'accord sur le fait de dire que nous avons besoin demain, aujourd'hui, d'élèves créatifs, solidaires, empathiques, capables d'agir. Et ça veut dire qu'on est d'accord sur un modèle démocratique. Et la question, c'est, eh bien, quels citoyens et quels chercheurs et quels entrepreneurs pour une société pilotée par la donnée, par l'open data, par de nouvelles métriques, par des visions explicites de ce que sont la valeur de tel ou tel objet ou processus. Et on n'est plus dans des sociétés qui se gouvernent de la même façon. Et l'école, bien sûr, a quelque... Mais quand je dis qu'il y a risque là-dessus, c'est qu'après tout...
en ce moment, un des reproches qui peut être fait à ce modèle, et que j'entends, même si moi je suis engagée dans ce type de modèle, le reproche qu'on peut faire, c'est est-ce qu'il n'est pas clivant? Quid de l'inclusion sociale? Est-ce qu'on ne demande pas plus? Est-ce qu'on ne fait pas monter en fait une forme de niveau d'engagement, d'exigence, etc. Et est-ce que les jeunes qu'on forme dans cet esprit vont avoir les moyens? Est-ce que nous allons leur laisser une société assez ouverte pour qu'ils puissent exprimer ça? Puisque, à l'inverse, on est sur une sorte de description du futur très paradoxale. On nous décrit une cité gouvernée par l'algorithme, on nous décrit des automatismes croissants, on nous décrit un travail considérablement modifié par la robotique. Et le pari qui est fait, c'est que les jeunes de demain doivent être d'autant plus créatifs, chercheurs, entrepreneurs, qu'on les place en quelque sorte dans une rivalité avec l'automatique. Et ça, c'est un postulat qui repose sur un certain accord un peu implicite que nous avons de certains scénarios. Donc le risque est important de ce côté-là. De ce futur paradoxal. On va regarder à nouveau une toute petite vidéo, c'est 2 minutes, et on continuera notre débat. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons faire une Tweakté Express. La classe avec laquelle nous allons correspondre aujourd'hui et demain, ce sont les CM2C. Non, vous ne rêvez pas, nous sommes bien dans une école primaire et la maîtresse parle le français. Avant les vacances, nous faisons une dernière dictée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une dictée un peu particulière, 140 signes au maximum, car après avoir écrit leur texte sur des cahiers, les enfants vont le soumettre à la correction d'une autre classe via un compte Twitter. Mais attention, avant d'envoyer leur texte, il faut d'abord négocier. Négocier, ça veut dire on va tous se mettre d'accord en groupe pour que la phrase elle soit correcte et qu'on puisse l'écrire sur l'ordinateur pour l'envoyer à la classe. Mais négocier, ça ne veut pas toujours dire avoir raison. Ce petit groupe a bien du mal à s'entendre sur l'orthographe du verbe faire. On a tout faux. C'est F, E accent, C, O, N, D. Et tant pis pour les fautes restantes. Les dictées négociées sont envoyées en message privé via le compte Twitter de la classe, direction l'école miroir de Chevry-Cossigny, dans le département voisin. Cette fois, les élèves ont pour mission de jouer les correcteurs à coups de hashtag sur les ardoises numériques, un rôle très apprécié. On se sent dans la peau d'une maîtresse un petit peu. C'est plus marrant, on écrit sur des tablettes. On travaille en groupe. Alors que d'habitude, sinon, tout est normal, on écrit tout seul et puis après on fait des fautes et personne ne nous corrige à part la maîtresse. Une fois les corrections faites, les élèves rédigent des tweeties, sorte de micro-leçons d'orthographe, toujours en 140 signes maximum. L'avantage, c'est que c'est immédiat. Quand on envoie, très souvent, ils voient qu'il y a une réponse, les élèves voient la réponse des autres. Donc c'est vraiment le côté immédiat, peut-être plus immédiat que le mail. Ils savent aussi qu'ils sont lus par tout le monde. Tous les gens qui les suivent les lisent. Donc il y a vraiment aussi cette notion, on ne fait pas d'erreur quand on écrit sur Twitter. Une 60aine de classes pratiquent déjà la Tweakté, en France mais aussi au Canada et au Togo. Et selon les enseignants, les progrès sont déjà perceptibles. Donc, voilà un premier exemple de comment enseigner aujourd'hui et apprendre. Oui, donc, contrairement à la vidéo tout à l'heure, c'est aussi une vision des médias de la Tweakté, mais la vidéo est assez bien faite. Peut-être faire des ponts avec la vidéo tout à l'heure sur la classe inversée. On voit que ce sont les élèves qui sont actifs et c'est eux-mêmes qui disent, d'ailleurs, là, il y a un élève qui dit qui se sent comme une maîtresse, comme un maître d'école. Parce qu'en fait, ils prennent en charge leurs connaissances. Alors, pour revenir très rapidement peut-être sur le principe de la Tweakté, c'est que c'est une dictée négociée à travers un réseau social. Les classes vont échanger des dictées et on va corriger la dictée des camarades d'une autre classe francophone de n'importe où dans le monde. Du coup, les élèves vont corriger les erreurs de camarades de l'autre bout du monde. Ils vont dédramatiser les erreurs puisqu'ils ne prennent pas en charge leurs propres erreurs avec ce jeu de dupes que ces erreurs, ils les font eux-mêmes dans leur propre dictée. Et donc, ils prennent vraiment en charge les connaissances orthographiques et là, on les voit joyeux, j'ai envie de dire, de faire de la dictée. Et ça rejoint encore ce que disait Marcel Lebrun tout à l'heure.
il y a du dictionnaire, il y a de l'ardoise Velleda, il y a un côté bonne vieille classe papier-crayon avec cet ajout du numérique là qui va permettre quoi? Qui va permettre de mettre en relation les classes, mais ce qui n'est pas anodin parce que il y a une communauté là, mondiale et en tout cas francophone d'apprenants qui est vraiment vécue par les élèves et par les enseignants. Parce que ce qu'on ne voit pas dans cette vidéo, c'est le pendant du côté des enseignants qui vont collaborer pour préparer ces textes, qui vont collaborer pour voir quel point d'orthographe ils veulent intégrer dans le texte de la tuiqueté, qui vont collaborer pour faire évoluer le dispositif. Là, à l'époque, la vidéo disait qu'ils étaient 60, maintenant il y en a presque 500, donc on ne travaille pas pareil. Mais tous ces profs, ils collaborent de la même manière que les élèves collaborent en classe. Donc il y a aussi quelque chose, un certain décentrement à la fois du côté de l'élève et du côté de l'enseignant, et que ce soit en classe ou à la maison du coup pour les enseignants qui collaborent vraiment beaucoup et à grande échelle pour préparer ces séances. Merci. Oui, je vais peut-être montrer un diaporama pour prolonger ce que Régis vient d'expliquer avec la tuiqueté. Je ne sais pas si on peut le lancer. Oui, voilà. Voilà. À vous. Alors, je suis un vrai prof, donc j'ai besoin d'un diaporama. Je suis désolé, je suis le seul. Excusez-moi. Mais je pense que c'est bien de montrer aussi par l'exemple, pour pas être tout le temps dans la théorie non plus. Je reprends le mot que Marcel Lebrun a employé tout à l'heure. J'avais anticipé. Le terme d'ubérisation, on parle souvent d'ubérisation de l'économie. Je ne sais pas vers où il faut que je ne sais pas. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ah, voilà. Alors, pour ma part, je préfère peut-être j'ai envie de doser un autre terme, le terme de blablacarisation. Alors, du coup, je n'ai pas construit le savoir de mon savoir-faire, donc je ne sais pas où j'ai appuyé. Là, ça y est. Oui, ça marche. Ça marche. Oups, et je reviens en arrière, ça marche trop vite. Alors, moi, j'emploierais volontiers le terme de blablacarisation de la pédagogie, j'ose. Tout le monde connaît Blablacar, qui est sans doute assez emblématique d'une nouvelle société de l'échange, échange de la voiture avec Blablacar, échange de son appartement avec Airbnb, échange du savoir avec Wikipédia, échange de ses révoltes avec Change.org, etc. Peut-être qu'on peut considérer qu'il y a inventé aussi une pédagogie fondée sur la valeur échange. Alors, plutôt que de faire un long discours, je vais vous montrer, je vais essayer, en vous montrant un petit peu ce que font mes élèves rapidement. À travers ce projet Ivoire, il y a un article dans Le Monde d'aujourd'hui, donc je vous renvoie pour en savoir plus à cet article. C'est un projet qui existe depuis plusieurs années déjà. C'est un projet e-twinning de jumelage donc entre mes élèves qui sont des premières A du lycée des Oises à Brest et des élèves qui apprennent le français au Liceo Cecchoni à Livourne. La définition de ce projet, elle est là devant vous. C'est un espace de lecture et d'écriture, de création et d'échange autour de la littérature. Donc c'est un blog en fait, mais ça prend des formes bien plus diverses que cela, avec pour emblème Aidant et Rimbaud qui sont réunis à travers ce projet. Et vous avez en dessous ce qui est un petit peu notre devise. J'ai lancé ce projet il y a 9 ans et je suis un petit peu dépassé en fait par les événements. Je n'imaginais pas qu'il y avait chez les adolescents d'aujourd'hui une telle envie de lire et d'écrire sur le web. Donc ça va de soi. Maintenant, pour moi, ça va de soi, mais à l'époque, ça n'allait pas de soi. C'est Michel Guillou qui parlait ce matin des skyblogs. Là, c'est à ce moment-là que j'ai lancé ça. Et on est passé des skyblogs à ça, en fait. On en est à plus de 20 000 articles écrits par les élèves, plus d'1 million de visiteurs. Là, vous voyez une phrase de Lara, une nouvelle élève à l'orée de la saison 9. « Je veux lire, partager, m'exprimer. Et je dessinerai ce projet, ce lien entre deux pays. » Elle entre dans le projet, elle a déjà tout compris. Alors, je vais vous montrer juste un exemple. Je ne peux pas passer en revue tout ce que l'on fait dans ce projet, mais un exemple qui me semble assez éclairant, assez révélateur. Un exemple d'activité autour de la poésie, puisqu'on travaille sur la littérature, essentiellement. C'est au programme du français en première. C'est un projet qu'on a mené, donc, ma collègue italienne, qui, elle, travaille en FLE, là-bas, et moi, avec mes premières L, en collaboration. On a demandé à nos élèves de prendre une photo du pays, de la région, de l'endroit, la ville dans laquelle ils vivent, et de façon à faire découvrir ce pays aux partenaires. Voilà quelques exemples de photos prises par eux. Il y en a eu plein. On leur avait demandé de les partager
sur Twitter, de les publier sur Twitter. Aujourd'hui, sans doute, on aurait fait avec Instagram, c'était il y a 2-3 ans, on ne connaissait pas encore très bien. On avait lancé le projet avant les vacances de Noël. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu donc les photos arriver, il y avait un hashtag qui avait été défini, et puis il y a eu un phénomène d'émulation là aussi. Certains élèves se rendaient compte qu'ils avaient pris des photos un petit peu carte postale, donc ils retournaient prendre des photos. C'était assez rigolo à voir pendant toutes les vacances. Voilà un exemple de ce que ça donnait sur Twitter. C'est une capture d'écran. Retour des vacances, on leur a demandé à chacun de choisir une photo, parmi celles évidemment d'un élève de l'autre pays. Je passe. Et étape de travail importante, on leur a demandé de regarder la photo, la regarder avec des mots, c'est-à-dire de la décrire de la façon la plus précise possible. Description objective, nommer tous les éléments qui apparaissent sur l'image, mais aussi description des éléments iconographiques et les descriptions subjectives, les effets, les sensations, les impressions ressenties. Vous voyez là mes élèves en train de travailler sur cette photo. On reproche parfois au web d'inciter au zapping. Moi, je pense qu'on a un gros défi aussi, puisqu'on parlait de défi, c'est de développer une école de l'attention qui invite à faire des arrêts sur image en classe. Là, ils ont passé 1 heure à regarder et à décrire. Voici un exemple de texte d'élève. Il n'y avait pas de consigne sur le plan formel. Vous avez en haut à gauche la photo de Livourne, la ville italienne, envoyée par Giulia, une élève de là-bas. Et puis vous avez le texte, la description qu'en a faite Bénédicte. Vous voyez qu'à gauche, elle fait des « je vois ». Et puis à droite, le texte se développe petit à petit. On voit le jeu arriver. À la fin, là, lorsque j'ai vu cette photo pour la première fois, je n'avais qu'une envie, m'y glisser, siroter un verre au bord du quai ou encore me mêler à cette foule. Cette photo m'a envie de danser. J'insiste là-dessus parce que chez nous, en français, on interdit le jeu. Nous sommes dans une école et dans un pays où on interdit aux élèves de dire « je ». Dans le commentaire, la dissertation leur déconseille officiellement de dire « je » depuis longtemps. Ça dit beaucoup de choses de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas. Étape suivante, c'était un atelier d'écriture progressif. On a lu ensemble, avec un débat interprétatif, ce poème de Rimbaud qui s'appelle « Enfance ». On travaillait sur la poésie à ce moment-là, sur la poésie en prose. Alors les élèves ont très vite découvert l'essentiel, fait émerger l'essentiel du poème. L'anaphore de Ilia, on ne lit pas ensemble, mais vous voyez, il y a un oiseau, il y a une horloge. L'impression de lire la description d'un paysage rencontré lors d'une promenade, mais aussi des souvenirs d'enfance, voir le titre qui reviennent. Plus la mise en œuvre d'une poésie de la voyance, de l'hallucination, puisqu'il y a des choses qui sont complètement irréelles. Ça est arrivé à peu près, là je viens de vous le dire en 30 secondes, c'est arrivé avec des élèves à peu près en 3 minutes. Ce que j'aurais mis à peu près 2-3 heures à faire émerger dans une lecture analytique traditionnelle, telle qu'on les prépare pour le bac, laborieusement avec des élèves. Mais là, tout à coup, ils savaient qu'on était dans un projet collaboratif et numérique, et tout à coup, le projet avait du sens. Et tout à coup, ils avaient envie d'interpréter. Et puis est arrivée la vraie consigne de travail, c'était ça en fait, la tâche complexe à laquelle je voulais arriver. Vous écrirez un poème en prose inspiré de la photographie que vous avez choisie du poème « Enfance » de Rimbaud. Il s'agissait donc de transformer la description de tout à l'heure en texte poétique. L'objectif didactique pour moi, c'était de faire comprendre du coup aux élèves qu'est-ce que c'est que le langage poétique. Quelle est la différence entre un poème en prose et une description ? On l'a fait sur Twitter. Les élèves devaient publier leurs fragments poétiques, leur Ilia, à la manière de Rimbaud, sous la forme de tweets. Vous les voyez au travail, là, sur Twitter, certains avec smartphone. Et vous voyez, par exemple, une capture d'écran, pour montrer ce que ça donne, toujours la même photo de Giulia, avec Bénédicte donc, qui écrit « Il y aura toi éclairé par un semblant d'impatience ». Clac, la fulgurance. En dessous, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ce jour-là, c'est moi qui tiens le compte de la classe, donc le compte Twitter Ivoire, et qui écrit « Excellent, un subtil et fascinant mélange d'hyperbole éclairé et de litote, un semblant d'eux ». Alors vous voyez la bienveillance à l'œuvre dont parlait Régis, et puis vous voyez le prof de français qui ressort et qui se dit qu'il va reglisser des figures de rhétorique et qu'elles vont sans doute passer un petit peu mieux parce qu'elles prennent appui sur la production de l'élève
et pas sur un texte d'auteur, un peu lointain. Voici un autre exemple, capture d'écran, une photo toujours de l'Italie, un tweet d'une élève. Il y eut enfin cet enfant qui d'un coup de râteau emporta avec lui la mer, le ciel, la terre. En bas, c'est moi. Bel effet de clôture, bienveillance. Mais bon, il m'arrive de dire à mes élèves, magnifique, superbe, émouvant, bouleversant, merveilleux. C'est autre chose que bien, très bien, passable. Bel effet de clôture, très rimbaldien effectivement, confère la chute des ponts. Et là, il y a un lien, un hyperlien, un lien Internet, qui renvoie à un autre poème de Rimbaud. Et je sais que l'élève va cliquer sur ce lien, qui va aller lire ce texte et voir en quoi il ressemble au texte qu'il a produit. Donc je sais qu'il va développer sa connaissance de Rimbaud. Et puis là, je reviens 2 minutes après parce que je me suis aperçu que j'étais tellement emballé que je n'avais pas vu qu'il y avait une faute d'orthographe dans le tweet. Or, c'est des poètes. Ils ne vont pas faire des fautes d'orthographe. Ils ne vont pas faire de fautes d'orthographe, d'autant plus que à l'autre bout, il y a plein d'internautes. On est sur Twitter, hein, notamment les élèves italiens. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure de la Twicté. Mes élèves se prennent pour des professeurs de français à destination des élèves italiens. Les élèves italiens, me raconte ma collègue, auraient la honte de faire des fautes devant des élèves français. Du coup, tout le monde progresse dans la maîtrise de la langue. Donc, j'envoie un tweet à corriger 2 points, il y a eu EU ou il y a eu EUT. Et là, je vous montre ça. Ça n'a l'air de rien. C'est l'événement de toute ma vie. Ça fait 30 ans que je passe mon temps sur les copies de mes élèves à souligner des fautes d'orthographe. Pour rien. Pour rien. Ça ne sert à rien. Alors, au début de l'année, parfois, on leur dit attention, vous devez corriger après parce que sinon, je vais ramasser votre copie. Et là, 2 minutes après, l'élève relance son tweet avec la faute corrigée. Ça n'a l'air de rien, moi ça me fait pleurer. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini. On leur a demandé ensuite de rassembler leurs tweets pour que ça devienne un vrai poème en prose qu'ils ont rassemblé sur le blog avec des consignes précises. Donc je vous montre le résultat final. Donc un résultat final, puisque j'en ai 60 comme ça. Hein. 30 mes élèves, 30 italiens. Je vous laisse lire. Moi je suis incapable de lire parce que tellement ça m'émeut. J'en ai 60 comme ça. Hein. Et là, il y a de quoi s'interroger. L'élève en question, elle a eu 8 à un bac blanc qui se déroulait la même semaine. Corrigé par moi, hein. Donc ce n'était pas un prof particulièrement sévère qui corrigeait, c'est moi qui corrigeais. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du français en France. Je pars devant l'inspection générale, mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a chez les élèves des appétences et des compétences que nous n'exploitons pas et que nous ne développons pas. Et c'est grave. Si le français, l'enseignement de manière générale, ça ne sert pas à ça, à faire une expérience partagée du monde par les mots, à quoi ça sert? Avoir son bac, oui. Super. Alors, au bout du compte, je ne vais pas tarder à conclure, on est allé là-bas. On a traversé les écrans, les livres, le poème de Rimbaud, le poème de Bénédicte. On est allé là-bas pas avec Blablacar, mais en car. Vous voyez Bénédicte sur le pont, auquel elle avait consacré un poème. Vous voyez sa fierté, son bonheur. Alors, quand je parle de blablacarisation de la pédagogie, sous forme de boutade un petit peu, hein, blablacarisation parce qu'il y a partage. Blablacarisation aussi parce qu'il y a non seulement partage comme modalité, comme valeur peut-être, mais il y a aussi déplacement pour enjeu. Ce que vous avez ici, c'est un selfie. Pour moi, c'est un selfie, ça. Alors, un selfie paradoxal, c'est un selfie collectif. Un selfie pédagogique, parce que, justement, tourné vers les autres,
porté vers le déplacement. En l'occurrence, de façon plus précise, hein, c'est une autre production collective des élèves, un poème collaboratif écrit sur une carte numérique, inspiré tout à la fois d'André Breton et d'une poétesse contemporaine qui s'appelle Mathilde Roux. Chaque élève, là, écrivait un « Il y aura une fois », et sur chaque épingle de la carte numérique qui est sur UMAP, vous avez un « Il y aura une fois ceci, il y aura une fois cela, il y aura une fois cela ». C'était une invitation à, comment dire, pour chacun à conquérir des bouts du monde par les mots, par le rêve. Vous voyez juste un petit texte, là, juste un exemple. C'est Ouéna, cette année dernière. Il y aura une fois la rade de Brest, des aventuriers, une classe de futurs écrivains. Quand l'élève écrit ça, évidemment, elle a tout compris. Ça a été dit ce matin, donc je vais juste répéter ça. Hein. Ce que le numérique change, c'est essentiel. Grâce au numérique, la littérature cesse d'être un simple objet scolaire. Elle sort même d'ailleurs de l'objet livre pour devenir une pratique vivante, potentiellement une pratique vivante de la langue. Et puis, grâce au numérique, l'école peut redevenir un lieu qui autorise, a-t-on entendu ce matin, qui autorise, qui donne le droit à l'élève de se constituer comme sujet d'un monde à partager, à inventer, à conquérir. Merci. Des réactions? On aurait une cet avant-midi. Didier Paclin a dit, lorsque on rencontrait des innovateurs, comment il se faisait qu'il y avait toujours un extincteur juste à côté. Alors ici, il doit y en avoir quelques-uns, parce que chapeau vraiment pour ce que vous faites dans vos classes. Et malgré tout, c'est comme ça chez moi, j'ai des moments vraiment très d'exaltation, un peu comme vous l'avez vu en racontant ce que faisaient les élèves, parfois des moments un peu de déprime, parce que je me dis, sans doute ici, autour de la table, en tout cas, dans la salle, il y a des personnes, finalement, qui oseraient expérimenter, qui oseraient devenir des pionniers de l'école numérique, mais je pense quand même à tous les autres. Comment va-t-on faire pour que ces innovations dont vous parlez fort bien, et la classe inversée en est une autre, vont percoler dans le système ? Et ici, quand même, puisque j'y suis un peu impliqué dans ma Belgique natale, je voudrais quand même dire quelques mots sur la formation des enseignants. Est-ce que vous pensez vraiment que, à ma connaissance, selon moi, dans le contexte que je connais, la formation des enseignants peut continuer en leur donnant finalement des cours en amphi sur les méthodes actives ? Est-ce que l'académie est capable de faire autre chose que de donner des conférences sur des méthodes actives? Et ce que j'évoque là, pour être bref, vu que le temps qui passe, c'est le bon vieux principe d'isomorphisme. Et là aussi, c'est le projet de société qui nous interpelle. Former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment leurs élèves. Et je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire, parce que toujours, je revois ce principe, on en a parlé aussi ce matin, de substitution, c'est-à-dire de refaire avec les nouvelles idées ou les nouveaux outils, peu importe, ce qu'on faisait déjà avant. Un exemple très concret, très classique. Ils ne sont pas tous de la même qualité, bien sûr, mais vous avez vu cet engouement spectaculaire et institutionnel pour les MOOC, qui reprenaient finalement des formes traditionnelles d'enseignement virtualisé. Ah, ça c'est bien! On continue à faire comme avant avec le numérique. Je sais qu'il y a des MOOC de différentes natures, mais malgré tout, cette tendance que nous avons finalement, disons-le, de reproduire les anciennes pratiques avec les nouvelles idées, elle est quand même très forte. Et je pense que c'est probablement un des risques, ces risques que j'appelle parfois de fossilisation des pratiques ou des ornières de l'innovation que nous devrons probablement vaincre, si tant est que c'est ce projet-là d'école que nous voulons.
Oui, en commentaire, je dirais qu'on touche là à une modification qui est très puissante avec ces étudiants, ces auteurs qui s'exposent, qui publient, qui se confrontent au regard des autres. On n'est plus dans des classes, en quelque sorte. On est dans une société qui reconnaît en chacun des siens le professeur. C'est-à-dire que ce que nous montrent vos exemples, c'est que les enfants qui étaient enseignés comme ça, qui étaient pour un temps de leur vie assis dans une classe pour apprendre, ce qu'on déclenche chez eux, c'est la conscience que, comme sujet de la cité, ils sont appelés à être à des moments de leur vie ou toute la journée des enseignants en fait. Et ce que nos étudiants sont très excités par la proposition qu'on leur fait quand on leur dit « Et si toi aussi, qu'est-ce que tu pourrais faire comme cours pour les autres ? Qu'est-ce que tu pourrais monter ?» Et l'année dernière, on a commencé à réserver des plages dans le programme de master pour que des étudiants disent « Moi, je prends cette plage, je vais faire un cours aux autres sur tel sujet. » Et puis, quand on a regardé ce qui se passait, on était un peu déçus parce qu'on disait alors, tu programmes quel cours ? Tu fais quoi ? Il dit je vais leur montrer à détourer avec After Effects, je vais te montrer à détourer une image. Alors, on disait puis d'autres disaient au contraire, je vais faire un cours sur telle chose, etc. Et on s'est rendu compte que ça recoupait des pratiques très différentes les unes les autres. Et on leur a demandé cette année, on leur a organisé un séminaire avec il y a un service universitaire de formation à la pédagogie des enseignants du supérieur qui s'appelle Sapiens, qui est un service interuniversitaire. Et les gens de Sapiens, qui d'ailleurs, on doit le noter, il y a un appétit absolument incroyable à l'université, contrairement à toutes les idées reçues, pour la pédagogie. C'est-à-dire que ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Là, on a un service de formation des enseignants du supérieur. C'est un service d'à peu près 5 personnes. Leur programme déborde, c'est plein à craquer. Les profs de tous les âges se précipitent par 40, 50, 60. Donc, les rumeurs sont fausses. Publish or perish peut-être, mais bien au-delà de la recherche, il y a un engouement amplifié par le numérique, c'est certain, amplifié par justement cet éclatement des savoirs, cette idée de savoir ouvert et autres. Donc, mais je dirais plus que ça, c'est pas seulement des professeurs qui enfin veulent se former à la pédagogie dans le supérieur, c'est aussi que toute notre société est traversée par une nouvelle fonction pédagogique, au-delà du métier de professeur. Et ça, il faut qu'on le comprenne, parce que si on est vraiment dans une société de la connaissance, si vraiment on a cette disponibilité des contenus, que se passe-t-il ? Les gens les prennent, ils disent « pour moi ça veut dire ça », je vais t'expliquer ce que ça veut dire pour moi, et puis tu vas le recevoir et on va commencer à discuter. Donc, nos étudiants, même s'ils n'ont pas envie de devenir professeurs, ont envie d'apprendre à faire des cours. Et donc, on leur a appris à tous, parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient des choses très simples, ils voulaient comprendre ce que c'était qu'une séquence, un objectif, un contenu. Donc, on les a formés finalement de façon assez traditionnelle, en essayant de leur faire exprimer ce que pouvaient être les besoins du groupe dans lequel ils travaillaient. Et cette année, on a monté un vrai réseau de peer-to-peer teaching assez structuré, avec un catalogue en quelque sorte, et ça a un effet très fort sur eux là aussi. Donc je pense que moins que une formation à la pédagogie, etc., ça traduit pour moi très fortement une nouvelle activité dans une société qu'on peut dire une société apprenante, qui apprend et qui se transforme sous l'effet du traitement de savoir qu'opèrent les uns et les autres. Et il faut se rendre à l'évidence que les questions d'éducation débordent de loin l'école. Non pas que je veuille dire en disant ça, pas de malentendu, je ne veux pas dire que l'école aurait été défaillante et qu'il est temps que d'autres s'en occupent, c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est qu'au contraire, la fonction apprenante de l'école concerne tellement la société tout entière que c'est l'école qui doit aider, faciliter, piloter cette mutation sociale où le savoir est devenu une fonction sociale absolument essentielle et sur toute la vie. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Marcel Lebrun, maintenant c'est à vous. Il y a une question qui est posée et je vous laisse le temps aussi de nous parler plus largement. La question, c'est l'expérimentation, pourquoi pas? Mais en médecine, on le fait avec précaution, y compris sur des animaux. Non, c'est interdit. Oui. Enfin, c'est une de ces remarques, finalement, où en déplaçant une idée de donner des espaces de liberté aux enseignants pour qu'ils puissent expérimenter certaines choses,
Évidemment, dans des limites du raisonnable, on n'est pas là dans le n'importe quoi. Je suppose que les enseignants, ils sont formés, ils sont aussi responsables. Et donc, cette idée d'expérimenter, elle me tient beaucoup à cœur. Mais pas expérimenter, essayer par essai-erreur. Non, 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 non. Expérimenter dans une démarche scientifique. Que fait un scientifique? Il fait certaines hypothèses. Il les partage avec d'autres. On a parlé de ces équipes d'enseignants qui commençaient à être en demande. Ils expérimentent certaines choses. Ils analysent leurs pratiques. On a parlé de la réflexivité. Pourquoi pas dans des journées, des journées régionales de partage de pratiques, ils osent s'exposer à leurs pairs en présentant ce qu'ils ont fait. Vous l'avez fait là tous les deux. Donc, c'est dans ce sens-là dont je parlais, l'expérimentation. Pourquoi est-ce qu'on veut me faire dire qu'on va faire tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Non, 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 employons les mots correctement. C'est expérimenter dans un sens scientifique. Et je crois que ce que je viens de dire rapidement, ça rentre tout à fait dans un nouveau courant qui, encore une fois, nous vient des anglo-saxons, qui est celui du développement professionnel des enseignants qui continuent à apprendre en partageant leurs pratiques. Et donc cette ressemblance finalement de l'apprentissage toute la vie durant et de l'enseigner toute la vie durant, parce que si on apprend toute la vie durant, il faudra bien qu'il y en ait qui nous expliquent, qui nous racontent, qui partagent avec nous. Je pense que c'est là-dedans que se niche cette idée de oser essayer. Mais encore une fois, Foulane parle très bien de l'innovation. Il dit que ce sont des visions personnelles fortes, mais qui sont partagées. Elles nécessitent quand même des compétences au niveau de la scénarisation, etc. Il y aura des freins, il y aura des obstacles, il y aura des erreurs, oui, certainement, mais toujours dans cette idée de partager, de réfléchir sur ce qu'on fait et de devenir, en France, vous utilisez ce mot à un autre propos, moi je l'utilise au sens littéral, des enseignants chercheurs sur leurs pratiques. Et je pense que ça est quelque chose de vraiment important et c'était le sens que je donnais à expérimenter. Merci. Juste pour rajouter un mot, il y a une expression qu'on aime bien à Tucté, c'est le conservatisme dynamique. C'est pas l'idée de... ça rejoint totalement ce que vous dites. Il ne s'agit pas de rupture, il ne s'agit pas d'innovation à tout crin. Ces projets-là, ils se développent au fil du temps en gardant bien des bases. On l'a vu dans le projet Ivoire, toutes les bases d'apprentissage de la langue, de l'expression écrite, de l'expression orale des élèves, elles sont là. Donc il n'y a pas de vraie rupture. Là où on voudrait nous faire croire que qui dit innovation dit rupture totale. Non, non. Justement, pour que ça percole, pour utiliser votre mot, dans le système, il faut que ce soit ancré. Je vais reprendre l'exemple de la tucté. Ça se base sur une dictée. Si on prend un projet S'aventurier, ce sont des sciences. Donc, si on veut que ces projets-là percolent dans le système, il faut s'ancrer dans le réel de la classe, sur les compétences à acquérir par les élèves, avec peut-être un point de bascule, c'est que quand une innovation, elle fonctionne, elle percole dans le système, elle fait partie c'est peut-être pas le bon mot, du système, entre guillemets. Si elle fonctionne pas, on va l'accuser de tous les maux, par contre. Donc là, il y a peut-être un risque de ce côté-là. Mais personne ne dit, évidemment, que innovation à tout crin ou expérimentation, sont de drôles de mots, en fait. Et comment intégrer, une question qui est posée par la salle, comment intégrez-vous les parents dans cette nouvelle pédagogie ? Ils sont là parce que tout est sur le web. Donc, je les vois qui retweetent des productions de leurs élèves, je les vois qui likent sur Facebook les productions des élèves, et puis ils envoient des messages privés pour poser des questions. Ils sont là. Et il y a, on en parlait tout à l'heure, je l'ai découvert en pratiquant l'écriture web avec les élèves. Pour les adolescents, l'écran est un miroir. Avant d'être une fenêtre sur le monde, c'est un miroir, où ils construisent une image d'eux-mêmes. À nous de faire en sorte que cette image soit positive, évidemment, à nous de les aider à construire une estime de soi devant les autres et aussi devant les parents, bien entendu. Et peut-être même justement, dans ces projets où tout est sur le web, sur les réseaux,
On peut plutôt se poser la question, c'est où étaient les parents avant? Là, ils ont une fenêtre sur la classe, vraiment. Donc, ce qui n'était pas possible avant. Donc, ils sont plus présents maintenant qu'avant, entre guillemets, encore une fois. On parlait de la médecine tout à l'heure. Moi, je dirais volontiers que la médecine n'expérimente pas. Hein. Elle a les protocoles de mise à distance du risque. Et justement, la pédagogie médicale travaille beaucoup avec la simulation pour mettre à distance le risque létal sur un patient. Mais ce que vous dites me fait penser à la question de la médecine. La médecine s'est transformée dans sa recherche par les méthodes participatives. Et par exemple, si vous prenez des maladies comme la mucoviscidose, la connaissance de la maladie a progressé quand, au lieu de voir le patient seulement en état de crise à l'hôpital, on a associé les réseaux de soignants, les réseaux de parents qui ont pu faire des prélèvements en continu, qui ont pu apporter des informations cliniques beaucoup plus détaillées que de la simple scène de crise aiguë. Et la recherche participative, les réseaux participatifs de recherche dans les sciences de la nature ou dans les sciences de la santé ont énormément fait progresser les connaissances. Or, dans l'éducation, les recherches en éducation prennent bien sûr les différentes parties prenantes en compte, mais je ne suis pas sûre, je pense que s'il existe des réseaux de recherche participative sur les questions d'éducation, ils sont appelés à se développer parce que je pense qu'il y a une très forte attente sociale sur ces sujets. Et que, alors, les parents, on leur a donné une place il y a longtemps, ils l'ont aussi de droit en quelque sorte, mais je pense qu'on en a fait ou qu'ils se sont pour le moment placés comme des juges du travail des professeurs, comme des surveillants du travail de leurs enfants, et que ce qu'ils doivent apprendre aujourd'hui, c'est être des contributeurs de la recherche en éducation. Et je crois qu'il y a une mission confiée par Najat Vallaud-Belkacem à François Tadei qui vise à faire reconnaître cette facette de recherche dans l'activité des enseignants qui n'est pas reconnue beaucoup en France, qui est reconnue dans d'autres pays. Et je crois qu'au-delà de cette facette de l'activité, de cette facette de recherche dans l'activité pédagogique, il y a aussi reconnaître qu'il y a des parties prenantes de recherche dans la société autour des parents, des éducateurs du périscolaire, sans doute des éducateurs à la santé et de toutes sortes de fonctions d'éducation qui débordent un peu le strict cadre scolaire. Et voilà, je pense qu'on a à relancer des recherches en éducation de façon bien plus large, plus puissante et plus efficiente qu'aujourd'hui, en s'appuyant bien sûr sur ce qui existe. Bien sûr. Merci. Frédéric. Oui, mais je veux bien prendre la parole. Donc Frédéric Louzeau, je dirige ici le pôle de recherche et puis je suis professeur de théologie dans la faculté de théologie. Je suis très frappé en vous écoutant depuis un peu plus d'une heure, à quel point ce que vous mettez en œuvre et ce que vous découvrez est une question que nous portons depuis une trentaine d'années ici. Avant, nous étions de l'autre côté de la Seine. Pour faire bref, dans la plupart des facultés de théologie dans le monde, vous avez comme ça un amphithéâtre avec des gens qui sont en ligne, puis vous avez une chaire d'enseignement, souvent très solennelle, et puis donc le professeur fait une leçon publique, éventuellement on pose des questions à la fin. Et avec beaucoup d'autres, nous avons pensé que ce n'est pas une bonne manière d'enseigner la théologie, pour deux raisons. Oui, c'est propre à la théologie, mais ce qui me stupéfie, c'est à quel point ça rejoint ce que vous êtes en train de dire. La première raison pour laquelle nous ne pouvons pas enseigner comme ça, c'est que dans cette disposition, les étudiants sont effectivement passifs. Or, quand on enseigne la théologie, c'est pour former des prêtres, des agents pastoraux, donc des gens qui vont devoir porter d'autres, parler, accompagner, et pas nous débiter des cours ou des théories. Ils vont devoir apprendre effectivement à connaître une doctrine, mais à le transformer en une parole de vie. Et donc la formule pour nous de cours magistraux, elle ne peut pas coller. C'est la première chose. Donc nous avons organisé des séminaires où au fond les professeurs sont toujours à 3 ou 4 et les étudiants donnent des mini-exposés, puis reprennent, puis on fait des débats, puis on repart en petits groupes. Voilà. Donc ça c'est pour l'appropriation. Et la deuxième chose, c'est que nous ne sommes jamais seuls à enseigner dans ces séminaires. Il n'y a jamais un professeur qui devrait endosser sur ses épaules la totalité de l'enseignement chrétien. Parce que le grand risque, c'est de se mettre, pour nous, théologiens, c'est de nous mettre à la place de Dieu. Ah oui, c'est vite fait. Puis ensuite, vous formez. Mais je ne suis pas le seul. Vous voyez un petit peu... Et donc, nous sommes toujours 3-4 professeurs de disciplines différentes. Et donc, il n'y a personne qui est en position
d'être le seul à, je ne sais pas quoi, posséder la vérité. Et je vous assure que cette manière de faire, ça fait 30 ans que nous essayons de la mettre en œuvre, elle est en fait assez inspirée par des pratiques médiévales. Donc de nouveau, nous retrouvons bien sûr des enseignements qui ont été vécus, aussi beaucoup par des pratiques de la tradition juive. Ben, ce n'est pas si facile que ça pour des professeurs, parce qu'ils sont effectivement totalement décentrés, et que c'est pas la tradition récente ne nous mettait pas dans cette situation-là. C'est parfois difficile aujourd'hui pour des jeunes étudiants. Ça, c'est peut-être des choses que vous ne découvrez, que vous n'avez pas. Mais nous avons des jeunes séminaristes qui nous demandent, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il y a à dire? Vous voyez? Oui, ils voudraient un préfabriqué ou un prémâché. Et nous voulons qu'ils apprennent à parler. Voilà. Et à s'engager dans une parole libre. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très... Excusez-moi d'être intervenu dans votre débat, mais pour vous dire que nous, théologiens, nous sommes vraiment depuis longtemps devant ces questions qui sont pour nous radicales et c'est une question de survie. Voilà. Merci. Mais juste pour répondre, chez nous aussi, les élèves, souvent, ils préfèrent prendre des notes, consommer passivement du cours. Il faut d'abord les remuer, les brusquer, et les faire sortir de leurs habitudes pour qu'ils comprennent que le bonheur d'apprendre, il est là. Il est là, oui. Et puis que chacun est appelé à devenir un auteur, voilà, et celui qui enseigne à son tour, oui. Ça, c'est vraiment... Nous avons souvent ici un slogan qui est la formation, c'est former des formateurs. Si nous n'arrivons pas jusque-là, nous sommes arrêtés à mi-chemin. Merci. Bon, c'est vrai que comme enseignant, on n'est jamais seul et travailler à plusieurs dans un même cours, ça crée un décentrement énorme parce que chacun a son point de vue différent. On va parler, on est dans les débats de la disputation, que peut-être vous connaissez, où se fait vraiment les travaux pro, contre, tout se met dans les nuances différentes des questionnements, des problématiques. Il y a tout un travail d'autonomie et à chaque fois, on demande aux étudiants, mais aussi aux professeurs, de se déterminer, vous voyez, la détermination d'y mettre. Mais les maîtres, c'est aussi les élèves, les étudiants. Et donc, ils doivent prendre une position libre, une parole libre de tout ce travail qu'on a fait en communauté, qu'on a fait ensemble, où chacun a mis ensemble sa collaboration, ce qu'il sait, comment il le sait, qu'est-ce qui a été donné. Maintenant, je voudrais revenir un peu, parce que j'ai pris des notes quand on parlait, sur... on a fait, vous voyez, on a fait quels étaient les enjeux, on a noté les enjeux, ensuite on a noté les défis, et on a fait un petit tour des tables où chacun a donné un peu son positionnement, et comment il réagissait à des questions. Et... moi, c'est depuis ce matin la question qui est posée et qui parcourt quand même chaque table ronde, c'est celle de quelle école on rêve, ou sinon de quel futur souhaiter. Et Sophie, vous avez dit cette futur paradoxal. Et moi, je voudrais venir sur cette futur paradoxal à partir des défis et des enjeux qu'on vient tout simplement de nommer, que sont la créativité, la solidarité, capable d'agir, appétence, compétence, rêve, hors de la classe, société apprenante. Voilà, c'est des défis, des désirs énormes. Et au même moment, c'est paradoxal parce que, quelque part, je vais être provocatrice, la liberté, parfois, se confond avec cliquer. On a cliqué, on est libre de choisir entre différentes choses. Les collectifs ou les travails collaboratifs peuvent se confondre avec des individualités qui ont des compétences, mais qui ne se rencontrent jamais entre elles. Parce que chacun s'est fait une chose, on s'est mis ensemble, on l'a fait, on est des petites fourmis, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est vu. Ce n'est pas pour autant qu'il y a, j'irais jusqu'à dire, une fraternité pour travailler en collectif qui ne soit uniquement individuer les éléments qui vont pouvoir créer ces projets. De la même chose, la créativité est aussi à poser en question quand on a tout un système, comme dirait
Stigler d'une société automatique où toutes les attentes sont automatisées, tous les désirs sont anticipés, où il y a, ça a été nommé, cette prédiction qui serait presque une prescription. Et puis, on a dit des savoir-faire, très bien, mais quid de faire être, hein, de faire être, autre chose que la dispute entre savoir et savoir-faire. Donc, ce que je voudrais interroger à chacun de vous, deux choses. La première, c'est cet désir de futur pour l'école à travers cette vraie et enthousiasmante finalité, horizon qui se dégage, hein, qui surgissent du présent comme tout futur. Et aussi quelque chose de très concret, comment pour vous, quel est le profil d'enseignants qui on a formé de la formation initiale jusqu'à la formation continue, quel est ce profil, comment il va se réaliser et on va les former. Voilà, 2 questions sur les désirs, les rêves, l'imagination, dans un futur paradoxal, comme j'ai pu un peu l'énoncer. Et la seconde, quelque chose de très concret, selon vous, comment on dirait un profil d'enseignant? Voilà, qui veut se lancer les premiers? Vous avez encore un peu de temps. Je veux bien commencer, si vous voulez. Je ne sais pas de quoi rêve l'école, mais je sais de quoi je rêve pour elle, en tout cas, et pour mes élèves, ça je sais. Pour l'école, moi je rêve, s'il fallait simplifier, résumer, d'une école qui soit dans la vie, qui soit dans le monde. C'est toute la problématique du passage du texte à l'action, la problématique de Paul Ricoeur, qui m'intéresse en tant que professeur de français particulièrement. Mais c'est aussi la problématique de la culture numérique dont on parle depuis ce matin, d'initier, de faire en sorte que nos élèves soient de vrais citoyens dans cette société numérique. Je voudrais juste rebondir sur 2 points dont je n'ai pas parlé, mais qui me semblent assez importants, qui ont été évoqués ce matin. C'est Anne Cordier qui disait la nécessité de s'émanciper des dispositifs socio-techniques. Je crois que là, je vous ai montré aussi des moyens de détourner un outil comme Twitter, par exemple, d'en faire un piratage littéraire de Twitter pour essayer d'en faire autre chose. Mila Douayi aussi a évoqué ce matin l'Internet du flux, de l'algorithme, de la recommandation, dans lequel nous sommes maintenant, qui complique un petit peu la donne par rapport au Web 2.0 dans lequel moi j'étais culturellement jusqu'ici. Mais je pense que là aussi, un travail comme la carte numérique, la carte poétique numérique montre combien on peut inventer des dispositifs pour dépasser les assignations à résidence du web. Et c'est aussi très important d'imaginer ça. Alors quel profil d'enseignant, c'est une question difficile. En tout cas, ce sera un enseignant qui ne soit pas formaté, c'est clair et net, pas formaté notamment par les concours de recrutement des enseignants tels qu'ils ont lieu encore aujourd'hui, qui exercent aussi un pouvoir d'empêchement très grave sur ce qui va se passer par la suite. Je ne veux pas développer. Merci, non, mais je pense qu'on a compris. Autre partage. Je souscris entièrement. Je vais peut-être rajouter un point. Oui, c'est aussi savoir discerner dans ces futurs enseignants ceux qui ont la lueur dans les yeux, l'envie. On voit quand Jean-Michel parle de ses projets de classe, ça brille, quoi. Il a les yeux qui brillent, il en parle avec émotion. Et ça peut se voir au concours. Alors c'est sûr qu'on ne va pas l'évaluer, mais il faudrait ça en fait. Et peut-être ouvrir de ce côté-là, parce qu'on peut peut-être admettre, j'espère que je ne vais pas choquer du monde, mais d'être peut-être un peu moins expert dans une discipline, mais avoir un peu plus de pédagogie ou plus d'envie, avoir envie d'allumer les yeux des élèves. Il faudrait pouvoir accepter de déceler ça au concours de recrutement des enseignants et de tenter cette expérience-là pour au moins ouvrir un petit peu plus les portes de l'enseignement. L'exercice est de plus en plus difficile, je dirais. Oui, effectivement, tout à l'heure, j'ai sans doute un tout petit peu, mais on exagère parfois le discours pour se faire comprendre, surtout quand ça doit aller vite. J'ai mis comme ça un peu en doute cette idée du
du déterminisme finalement, où il suffirait d'apprendre les disciplines, comme vous l'avez dit, mais aussi certaines recettes pédagogiques. Dites-nous comment il faut faire, comme vous l'avez dit, dites-nous ce qu'il y a à dire ou des choses comme ça. Et je pense que cette vision-là, nous l'avons, je suis un ancien physicien il y a très longtemps, d'une certaine vue quand même assez déterministe. On aimerait bien pouvoir prévoir, ne pas trop expérimenter finalement, et prévoir ce qui va arriver. Or, si on regarde dans une sorte de fulgurance l'histoire des sciences, ben, on a quand même pas mal évolué depuis les thèses de Laplace, en passant par Poincaré, qui dit ben, des petits événements, tout le monde connaît l'effet papillon, peuvent complètement faire tomber ce déterminisme dans quelque chose de plus statistique. Et encore beaucoup plus loin, on a Prigogine qui nous parle de ces transitions de phase avec des phénomènes précurseurs qui les annoncent. Ça a l'air très compliqué, mais ça veut dire finalement que lorsque l'eau devient de la glace autour de 0 degré, ben déjà dans le liquide au-dessus de 0 degré, il y a des petits événements précurseurs comme ça qui annoncent la transition de phase. Alors, ce que je veux dire avec ça, c'est que probablement les systèmes humains dont nous parlons ici, l'éducation, la médecine, etc., c'est un métier finalement, être formateur, dans lesquels nous devons montrer à quelqu'un quelque chose qu'il ne peut faire que lui-même. Il n'y a pas de transfert possible. Et ça se retrouve, Sophie parlait tout à l'heure de la médecine, dans laquelle on essaie d'impliquer de plus en plus le patient, qui finalement, parfois, pour certaines pathologies, devient plus spécialisé que le généraliste lui-même. Pour vous dire combien cet adoubement dont je parlais tout à l'heure, oui, tu es capable de le faire. Et là, je trouve qu'on retrouve finalement quelque chose qui dépasse les savoirs, dépasse peut-être aussi les savoir-faire, tout ce qui est procédural, pour atteindre des comportements, des attitudes, des façons d'être, etc. Et pour moi, le numérique, c'est certainement pas l'informatique, on en a parlé, ce serait la partie savoir. Ce n'est pas non plus des règles particulières d'utilisation de tel type d'artefacts technologiques, mais c'est vraiment une nouvelle façon d'être également. Et si vous acceptez de travailler cette cohérence entre ces objectifs qui sont de nature, je n'ai pas dit qu'on évacuait les savoirs et les savoir-faire. J'ai dit que les savoir-être, les prolongeaient, hein, soyons bien clairs là-dedans, le dérapage est facile, et que si on accepte de dire que toujours en vertu de la cohérence, ben, les méthodes pédagogiques d'accompagnement, que ce soit des patients, des élèves, des futurs travailleurs, utilisateurs des services de la société, que l'évaluation soit également, on en a peu parlé, mais Dieu sait qu'elle est lourde, l'évaluation, cette évaluation qui n'est là que pour mettre 7 sur 10 ou vert ou rouge. Comment va-t-on évaluer de cette manière-là des compétences et des savoir-être, si ce n'est de travailler dans une sorte de différentiel de qu'est-ce qu'on a appris au niveau de ce comportement comme humain. Et donc, je pense qu'un enseignant, ben, c'est effectivement quelqu'un qui va devoir accompagner quelqu'un à faire quelque chose dont le formé est le seul capable de le faire lui-même. Et ça, c'est indirect, il est difficile à comprendre, mais avouons qu'il est quand même bien au-delà de l'enseignant transmetteur des connaissances. Ça dure depuis 30 ans, cette histoire-là. Depuis les années 80, 90 maintenant, il y a encore toujours des enseignants qui me demandent « Est-ce que vous pensez que toutes ces technologies vont un jour remplacer les enseignants ?» Et ma réponse est invariablement « oui ». Si des enseignants me posent une question pareille, vous avez compris la suite. Et là, je pense que vraiment, il y a ce travail à faire qui définit peut-être en creux le profil du formateur. Merci. Moi,
dans le monde, il y a un mouvement en ce moment nommé EdTech, éducation et technologie, qui est un mouvement industriel, c'est des créations d'industries, hein, mais pas seulement des industries, des applications, des softwares, non, aussi des dispositifs, des plateformes d'échange de compétences, des services autour de l'enseignement et de la construction de réseaux. Et ce mouvement, c'est un mouvement lié à des startups, lié au business numérique. C'est aussi un mouvement appuyé sur des recherches, sur les façons d'apprendre, venues des sciences de l'éducation, des sciences cognitives, de la psychologie, de l'informatique des données, parce que bien sûr, il y a l'informatique des données qui est au cœur de ça. Et en France et ailleurs, dans le monde entier, énormément de jeunes gens sont passionnés par les questions d'éducation. Quand on parle des professeurs à venir, regardez le nombre d'industries qui sont nées ces dernières années, de tout jeunes gens, de tout jeunes étudiants qui disent dans différentes écoles, l'enseignement que j'ai reçu ne me plaisait pas du tout, on s'est mis ensemble, on a refait nos cours et de là, j'ai créé une boîte. Ça vient surtout des business schools, mais au-delà. Donc, ne négligeons pas le fait que pour les générations actuelles des 20-25 ans, l'éducation est la question la plus brûlante du monde. Pas du tout parce qu'ils ont une passion pour la pédagogie ou pour l'univers scolaire, pas du tout, parce qu'ils pensent que dans les inégalités mondiales, dans les grandes asymétries d'accès aux ressources, d'accès au monde en transformation, aux questions de développement soutenable et autres, les asymétries de savoir sont une cause d'inégalité majeure. Et donc, il y a un militantisme, il y a un engagement de jeunes gens qui vous disent très clairement, j'ai compris que les déséquilibres mondiaux étaient liés au manque d'éducation, j'y vais, je m'en occupe. Donc, pour moi, les nouveaux professeurs, ils sont là aussi, et on a des gens du monde entier qui se réunissent, par exemple dans mon université, dans mon master, j'ai un japonais, deux américains, une chinoise, une espagnole, une grecque, enfin je pourrais continuer, il y a 10 nationalités, et si différents qu'ils soient, ils ont fait avant de l'économie, de la psychologie, des sciences de l'éducation, la chose qui les passionne, c'est comment transformer l'éducation, et pas transformer l'école, comment ouvrir l'éducation pour la société tout entière, en tenant compte des différences évidemment énormes de situation, si on est étudiant d'un village au Kenya ou au Togo ou en Corée ou en Finlande, etc. Quelles que soient les différences de situation, la question commune, c'est comment partager plus justement le savoir et reconstruire le monde à partir de ça. Donc les professeurs ne sont pas des professeurs, mais ils sont là. Merci beaucoup. Donc avec cet amour pour les savoirs et la saveur di sapere che se la laisse, on va vous laisser goûter. Il est 15h30, on a une petite pause pour l'heure du goûter, un peu de saveur.